Antenna, votre radio. Alors aujourd'hui, on va donc aborder un thème qui normalement fait peur dans les chaumières. Ouh là là. Donc les maisons hantées. Alors on va essayer d'aborder le sujet d'une manière assez... on va essayer de décortiquer un petit peu pour voir si réellement on doit avoir peur ou pas. Alors ça dépend dans quel cas. Alors, on va déjà écouter donc un son sur la très célèbre clinique du docteur Queno, la clinique d'Arcachon. Et puis, eh bien, on se retrouve après pour débattre avec tout le monde. Alors, à tout de suite et reste en fréquence. Antenna, Votre radio. Lieu: Arcachon. Clinique orthopédique. Cette clinique était, en 1972, dirigée par le docteur Queno, depuis 25 ans. Elle est spécialisée dans le traitement des tuberculoses osseuses. Cette histoire s'est déroulée de mai à septembre 1963. Les phénomènes: un bombardement de la clinique par des cailloux, des moellons, des fragments de briques, objets dont l'origine n'a pas pu être déterminée. Plus de 300 de ces objets sont arrivés à toute heure du jour et à la tombée de la nuit. Les malades, allongés sur leur voiture, semblaient particulièrement visés. Le phénomène était lié à la présence d'une jeune fille de 17 ans, qui sera dans ce récit appelée Jacqueline. Elle-même fut largement lapidée. Sur le plan psychologique et social, il faut signaler que le phénomène fut précédé par l'annonce, le 19 avril 1963, de la vente de la clinique, qui devait fermer le 30 septembre suivant. C'est cette annonce qui paraît avoir déclenché des réactions chez on ne sait pas qui. Les jets de pierre visèrent d'abord une jeune femme, que l'on appellera Angelina. Après son départ de la clinique, et l'arrivée le 16 juin de Jacqueline, les phénomènes s'accentuèrent. Les indications données par le docteur Queno dans son livre, Les certitudes irrationnelles, édition Planète, et dans des publications, notamment la revue Métapsychique, permettent de faire une analyse. Le plus souvent, les pierres tombaient verticalement. Les arrivées obliques furent rares. Elles traversaient le feuillage des 3 platanes du parc de la clinique. Elles avaient une vitesse très faible, par rapport à la vitesse qu'elles auraient dû avoir si elles tombaient de cette hauteur. Le maximum de projections par jour fut de 48. La police locale, après plainte le 28 août, paraît avoir considéré le docteur Queno comme fou. L'Institut métapsychique par contre envoya pour enquête le professeur Tokay, dont la contribution est fort intéressante. Aucune fraude ne semble devoir être retenue. Jacqueline, interrogée, se défend d'avoir eu une participation quelconque à cette histoire. L'opinion générale à la clinique fut qu'il s'agissait d'une bande de farceurs, dont on n'a jamais su qui ils étaient ni comment ils arrivaient à entrer à la clinique et à en sortir. À partir du 1er septembre 1963, les jets de pierre cessent. Ils sont suivis d'autres phénomènes, et notamment de coups frappés dans les murs ou contre des portes. Celles-ci se mettent à s'ouvrir spontanément. Le 4 septembre, on met des verrous, puis tout s'arrête. Il n'y a évidemment aucune explication définitive. Le docteur Queno, avec une grande bonne foi, évoque l'hypothèse rationnelle d'un maniaque armé d'une catapulte, et qui aurait tiré à distance. On n'a jamais retrouvé un tel maniaque, et aucune autre maison à Arcachon n'a reçu de pierre. Les divers cailloux, moellons et briques ne paraissent pas provenir des bâtiments de la clinique pourtant vétustes, mais d'une autre source. En supposant que cette source, mettons un chantier, se trouvait à 1 kilomètre, on en arrive à l'idée de fragments de briques s'élevant dans l'espace, se promenant dans les airs à une vitesse relativement faible, puis arrivant à la clinique. Tout cela exige un travail considérable contre la gravitation, et il est difficile d'imaginer que le système nerveux d'un ou plusieurs malades ait pu fournir cette énergie sans catastrophe pour le malade.
S'il s'agit d'un phénomène paranormal, celui-ci utilise une énergie présente dans la nature, mais dont pour le moment nous n'avons pas idée. Dans l'un des cas, au mois d'août, un malade, agent de police à Paris, et donc, en principe, témoin qualifié et bon observateur, a vu partir l'un des cailloux. Celui-ci sortait d'une chambre d'un bâtiment désaffecté de la clinique au 2e étage. Immédiatement, on se précipita, la chambre était vide et sa porte fermée à clé. Autre incident curieux, un des malades, étant abondamment arrosé, se mit à hurler « Assez, est-ce que cet imbécile va s'arrêter ?» Et le phénomène s'arrêta. Pour reprendre une demi-heure après, mais plus timidement. À croire que le phénomène en question était capable d'avoir des réactions. Alors, phénomènes paranormaux ou intervention humaine peu scrupuleuse. Nous tenons à remercier les témoins ainsi que les enquêteurs. Réalisation Effector Studio. De retour, on va passer donc à la fameuse clinique d'Arcachon. Étranges histoires. Alors, la clinique d'Arcachon, on est donc en, si mes souvenirs sont bons. 1963. Voilà, 63. De la mi-mai à début septembre 63. Alors donc, qu'est-ce qui se passe exactement de mi-mai à début septembre 63? Il y a à peu près, pendant ces 4 mois, le nombre de 300 cailloux différents, du gravier à la moitié de la brique ou du moellon, du ciment, des jets de pierre. Et les soupçons sont portés sur une jeune fille, Angelina. Donc le docteur Queneau, qui est ancien interne des hôpitaux de Nancy, médaille d'or de l'internat, lauréat de l'Académie de médecine et fils du grand savant que fut le biologiste Lucien Queneau, membre de l'Académie des sciences. C'était quelqu'un de bien, son père. C'est la famille quand même, attention. Hein. Ça rigole pas. Hein. Non, ça rigole pas. Donc il décide de faire appel à la police, ce docteur Queneau. Mais l'enquête de police ne donne rien. Ouais, je crois quand même, en plus, ils ont même pas vraiment analysé les projectiles qui ont été retrouvés, je crois. Enfin, apparemment aussi, ils ont quand même interrogé, c'est celle qui va remplacer, en fin de compte, Angelina, c'est donc Françoise R, je crois. Et elle a été interrogée par la police assez longuement, et apparemment, bon, elle n'aurait rien à voir dans le phénomène, quoi. Par contre, la police va déclarer que le docteur Queneau est fou. Voilà. C'est le seul, l'enquête donne ça, quoi. Il y a pas une grande enquête non plus, mais, d'ailleurs, c'est lui-même qui appelle la police. Bon. Dans tous ces cas paranormaux, on a vite fait aussi d'être traité de fou, hein. Oui, c'est Françoise, donc, qui reprend la... Jacqueline. Ah oui, c'est Jacqueline. Pourquoi je dis Françoise? Je suis parti de Françoise. Mais bien sûr, c'est Jacqueline, âgée aussi de 17 ans. Voilà. Et elle reprend, et c'est à partir de son retour que ça recommence. Voilà. Il y a quand même des trucs qu'il faut, voir. Alors, on va faire un calcul rapide, c'est-à-dire que, alors eux, ils parlent de 200 à 300 projectiles lancés sur 4 mois. Oui. Bon, on va dire plus 300. Pour le calcul, c'est peut-être un peu plus facile. Alors, il y a des trucs qui sont quand même un peu étonnants parce que il y a une journée où il va y avoir jusqu'à 48 jets de pierre, de pierre quelconque. Alors, ça voudrait dire que si on va pas dire 200, ça ferait pas beaucoup, mais si on prend ces 300 pierres sur ces presque 4 mois, on va arriver à peu près, on va dire, 75, 80 cailloux par mois. S'il y en a eu 48 jetés en une journée, ça veut dire qu'il va rester même pas, une trentaine de pierres, ou même un peu moins, donc parfois il va tomber un caillou par jour. Alors on est quand même très très loin de toutes ces vidéos qu'on a pu voir sur toutes les chaînes de télé où c'est des pluies pas possibles, de comment ils se font bombarder, rien que quand on voit, je pense là une scène qu'on a vue sur
je sais plus quelle chaîne, où on a vraiment l'impression qu'en une seule fois, ils sont pris 500 cailloux sur la tête, quoi. Alors que c'est vrai que Oui, mais la télévision, faut faire du exactement. sensationnel pour faire de l'audience. Exactement. Alors qu'en vérité, bon voilà, il y a eu des jours et des jours où il y a rien eu du tout, ou des fois où il y a eu une petite pierre qui est tombée dans la journée, quoi. Ça fait pas énorme quand on regarde bien, quoi. Tout le monde connaît un peu cette histoire-là, et dans l'imaginaire collectif, voilà, c'est une pluie de pierres comme ça qui est. C'est juste pour qu'on soit bien, qu'on se rende un peu compte, voilà, du phénomène un peu par lui-même, quoi. Et on s'est renseigné sur la météo dans cette année 63, de mai à septembre à peu près. Est-ce qu'il y avait des tornades qui auraient pu engendrer des jets de pierre Non, cet été-là, il y a pas eu de tornade. Les seules tornades qu'il y a eu, c'était un petit peu après, quoi. Voilà. Alors, il y a eu des froids, mais c'était pas dans ce coin-là. C'est pas énormément venteux à ce point-là, quoi. Voilà. Ça, il peut y avoir des coups, des rafales, mais pas de là à lever des cailloux en l'air. Mhm. Enfin bon, disons Et, que, ouais, vas-y. Et je rajouterais aussi que, on peut aussi voir aussi au niveau sismique. C'est pareil, c'est une zone qui est souvent très calme, qui est très faible. Cette zone-là, il y a 5 zones en France sur le territoire. Il y a des zones 1 qui sont très faibles, des zones 2 qui sont faibles, des zones 3 modérées, des zones 4 qui sont moyennes et des zones 5 qui sont très fortes. Et Arcachon se trouve sur une zone 1, donc très faible. Donc peu de choses qui s'y passent, quoi. Voilà. Ouais. Disons que bon, même s'il y a un petit coup, parce qu'il faut bien aussi savoir que c'est complètement en bord de mer, hein, donc si on a un petit coup de vent, ouais, qui vient de, disons, bon, alors ils disent aussi que au niveau de l'entretien de la bâtisse, ça laisse quand même à désirer, hein. Donc il y a déjà toute une, je crois que c'est la partie c'est l'aile est, je crois, qui est complètement désaffectée, qui est ouverte à tous les vents. Bon, ils disent elle est en mauvais état, mais ça serait pas jusqu'à faire tomber des pierres tout seul, quoi. Donc au niveau de ces pierres qui semblent tomber un petit peu plus lentement, faut dire que bon, généralement presque toutes les pierres, enfin une grande partie des pierres sont jetées à travers les platanes. Voilà, les très gros platanes qu'il y a dans la cour. Donc c'est vrai que ça freine quand même un maximum les pierres, quoi. Et les trucs qui sont un petit peu étonnants quand même dans le déroulé, parce que Queneau lui-même dit que 3 des patients vont plus ou moins mener l'enquête. Alors bon, je rappellerai quand même que c'est une clinique qui soigne les gens qui sont malades de tuberculose osseuse, enfin atteints de tuberculose osseuse. Ils sont presque tous dans des espèces de lits, c'est Des voitures, voilà, oui, c'est des voitures, brancards, ouais. un genre de brancard un peu, voilà. Ils ont tous quand même un petit peu de mal à se déplacer. Et bon, ils expliquent qu'ils montent les marches comme ça, les escaliers 4 à 4, dès qu'il y a ils ont localisé l'endroit d'où vient une pierre. Donc est-ce que Queneau lui-même dit il essayait de ne pas en parler, de faire comme si qu'il se passait rien, pour essayer de tester un petit peu les réactions psychologiques des malades. Donc il a fallu l'arrivée de ce malade qui est un policier de Paris, et lui il va localiser directement l'endroit. Donc il voit que ça vient du 2e étage justement de l'endroit qui est désaffecté, quoi. Dans l'aile est. Voilà. Donc alors il parle des loquets, ces fameux loquets qui sont fermés quand ils arrivent, mais les loquets sont fermés généralement un loquet ne se ferme pas de l'intérieur dans une maison de santé, quoi, parce que le malade, s'il se renferme tout seul et qu'il a un malaise, personne ne peut rentrer, quoi. Donc quelqu'un qui connaît très très bien les lieux, voilà, referme la porte et puis sort par une autre entrée. C'est vrai que d'ailleurs eux-mêmes le disent, hein, ils peuvent penser aussi à des farceurs, des petits farceurs par contre ils savent pas par où ils entraient, par où ils ressortaient, quoi. Donc que dire réellement, je dirais, sur le potentiel paranormal de cette affaire. Est-ce que réellement, bon alors
à part donc quand le professeur Tokay vient passer donc une nuit, je crois, donc dans la clinique, c'est après l'arrêt des pierres. Alors l'arrêt des pierres, elle survient au moment où il pose des serrures partout. Alors bon, est-ce que les poltergeists s'arrêtent devant une serrure? Je sais pas. je pense pas, mais bon. Donc bon voilà, alors Tokay, lui, il va rajouter, lui, les trucs plus qui vont sonner plus paranormaux, c'est-à-dire qu'il va dire que il a entendu des coups taper dans les portes et il voit sa porte qui s'ouvre tout seul. Bon, seulement le problème, c'est qu'encore une fois, bon, c'est sûr qu'il est seul à le voir. Et pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, ouais. C'est un peu comme un des malades qui reçoit quelques pierres, il dit les avoir mis dans une espèce de coupole et déposées à l'office. Mais seulement le personnel médical n'a jamais vu cette coupole arriver dans l'office. Il n'y a pas de témoin non plus. Alors on dit c'est paranormal parce qu'on ne retrouve pas la coupole avec les cailloux. Bon, est-ce que ce sont vraiment des faits qu'on peut qualifier de paranormal? Je sais pas. Après, pourquoi pas, mais alors ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que en fouillant un peu, on a trouvé que justement au mois de mars 63, en Nouvelle-Zélande, il y a eu quasiment la même chose. Étranges histoires. Wellington, Nouvelle-Zélande. Le 25 mars 1963, alors que 12 policiers et plus de 20 civils fouillaient les alentours, l'hôtel-pension, Oiro Lodge, de Brooklyn, une banlieue de Wellington, fut bombardé de cailloux, comme au moyen d'un lance-pierre, durant 7h30 hier soir, et ce matin de bonne heure. Les propriétaires de l'hôtel et 15 pensionnaires passèrent une nuit blanche en aidant la police à chercher la cause du phénomène en vain, et furent ensuite dérangés à maintes reprises lorsqu'ils tentèrent finalement d'aller se mettre au lit. Des pierres frappèrent la maison et brisèrent presque toutes les vitres. Des agents de police ou des locataires de l'hôtel-pension furent quelquefois atteints, mais sans gravité. Les pierres furent nombreuses mais toutes atteignirent précisément cet hôtel. Aucune autre maison du voisinage ne fut touchée. La première nuit, 30 pierres et 4 pennies frappèrent l'hôtel. Pour ceux qui ne connaissent pas les pennies néo-zélandais, disons qu'il s'agit d'une grosse pièce de bronze, qui n'est pas négligeable. Elle doit peser une bonne douzaine de grammes. Le bombardement commença par un penny qui brisa une vitre, à l'extrémité nord de la véranda, à 21h30. Les pensionnaires se réfugièrent alors dans la cuisine située à l'arrière de l'hôtel, quand les pierres et les pennies se mirent à pleuvoir. Les officiers de police arrivèrent en grand nombre et se trouvèrent fort désorientés. Il était évident que personne ne pouvait lancer ses projectiles sur la maison avec la force observée et ne pas être vu. On suggéra l'idée qu'une sorte de machine pût être employée, mais on ne trouva rien nulle part de la sorte. Les propriétaires de l'hôtel-pension, Monsieur et Madame Erabisti, déclarèrent « Nous ne pouvons pas imaginer qui a pu faire cela, ni pourquoi ». Ils firent la remarque que quelques arbres macrocarpaux, de plus de 100 ans, avaient été récemment arrachés dans la propriété. Mais ils ne pensent pas que cela eut quelque chose à voir avec cette attaque. La nuit suivante, le bombardement, au grand émoi de tous, reprit de plus belle. Il commença à 19h30 et se poursuivit jusqu'au-delà de 1h du matin. Tout le monde dans l'hôtel était exaspéré à l'idée de perdre une seconde nuit de sommeil. Les pensionnaires parlèrent même de quitter l'endroit. Les forces de l'ordre vinrent de nouveau, cette fois-ci avec un chien policier, et fouillèrent partout, aidés des locataires, mais ne trouvèrent rien. Un radar de police fut alors amené et installé. Mais les jets de pierre cessèrent, aussitôt qu'il fut prêt. Encore cette fois,
Personne ne put imaginer pourquoi quelqu'un se livrait à une telle agression de l'hôtel et de ses occupants. Finalement, quelqu'un suggéra qu'il pourrait bien s'agir d'un poltergeist. On découvrit également qu'il y avait un précédent à ces manifestations, à Wellington même. Voici 40 ans, une maison située sur le mont Victoria avait subi une semblable attaque, un bombardement prolongé de pierres. Une femme et son fils vivaient dans cette demeure, et en dépit de recherches intensives, rien ne vint prouver l'origine de ces méfaits. La nuit suivante, la 3e, 600 personnes s'attroupèrent pour assister aux événements. Des menaces anonymes téléphoniques prévinrent que quelqu'un serait tué. À 18h30, les manifestations commencent, avec l'arrivée du premier penny. Incroyable mais vrai, la foule applaudissait à chaque penny au caillou qui frappait la maison. Quelques-uns de ces projectiles se révélèrent à l'examen être des pierres ponces. Il n'y a pas de pierre ponce à Wellington, mais la pierre ponce existe dans certaines régions volcaniques de la Nouvelle-Zélande. Parfois, des pierres ponces sont rejetées par la mer sur la plage de Wellington. Le plus gros caillou arriva à 20h. Il mesurait plus de 7,5 cm de diamètre. Le bombardement cessa à 21h30. La foule rassemblée autour de la maison fit durer le spectacle toute la nuit, en lançant elle-même des peignes et des cailloux. Les policiers essayèrent d'arrêter les coupables, mais la foule était si dense que ce fut impossible. La police espérait sans doute pouvoir mettre toute l'affaire sur le dos de l'une de ces personnes, mais elle en fut pour ses frais. On ne perçut jamais aucun bruit annonçant l'arrivée d'un projectile. La police reste incapable d'expliquer comment un dispositif mécanique aurait pu accumuler une telle énergie et la libérer brusquement sans faire de bruit. Les cailloux apparaissaient simplement soudainement et frappaient la maison. Quelqu'un suggéra que l'on fit appel à un métallurgiste pour déterminer l'endroit d'où viendraient les projectiles. Vu les circonstances, il aurait peut-être été plus judicieux d'appeler le prêtre de la paroisse, mais cela ne paraissait pas tellement évident sur le coup. Ou tout au moins, faire appel à un météorologiste. Après la 3e nuit, à 21h30, le phénomène cessa complètement. La bâtisse fut démolie par la suite. On construisit un immeuble d'habitation à ce même emplacement, en octobre 1969. Mais aucun événement inhabituel, de quelque sorte que ce soit, n'a été signalé. Ni durant la démolition, ni dans les nouveaux appartements. Nous tenons à remercier les témoins, ainsi que les enquêteurs. Réalisation, Effector Studio. Là, c'est pareil, c'est au moment où ils vont installer un radar pour voir d'où viennent les projectiles. Ils ont même pas le temps de le mettre en route, ils posent le radar et tout s'est déjà arrêté. Alors, ils parlaient peut-être aussi d'un poltergeist, alors ils auraient aussi peur des radars, je sais pas. Bon, c'est une constatation, hein. Alors est-ce que, je sais pas, est-ce que ils se sont pas inspirés de ce fait-là non plus, quelques mois après, sur Arcachon? Antenna. Waves Radio. C'est-à-dire que bon, ça commence au moment où ils annoncent la fermeture et la vente de la clinique, ouais. Par contre, il y a quand même un fort délai entre l'annonce et le moment où, je crois que ça va être vendu, ouais, parce qu'on parle de 72, je crois, donc, qu'est-ce qui se passe après entre le moment de la fermeture et après, bon, la clinique est rasée et alors, les promoteurs ont dû se battre pour racheter ce terrain parce que c'est quand même en bord de mer, c'est quand même très prisé. Et un peu comme en Nouvelle-Zélande, ils construisent un immeuble d'appartements qui sont à vendre, je crois. Puis voilà, quoi. Alors il y a un sujet aussi qui n'a pas été trop abordé, je crois, sur le cas d'Arcachon. C'est chose quand même principale pour les enquêteurs, qui les aident surtout énormément, ce sont le manque, je dirais, de photos ou de films, parce qu'on n'est quand même pas au Moyen-Âge, et
à cette époque, moi je me rappelle, mais mon père avait on appelait ça une espèce de boîtier, quoi. C'était des caméras, c'était pas du Super 8, mais c'était du 8 mm à l'époque. C'est-à-dire que c'était de la pellicule 16 mm qu'on retournait pour avoir comme une deuxième face, qui était après découpée, et en extérieur ça filmait très très bien. Il y avait vraiment de très très bonnes couleurs, très très pétantes. Et là encore une fois, on aurait pu penser qu'au moins on aurait eu un film, c'est peut-être un petit peu difficile à dire, mais au moins on aurait pu avoir quelques photos ou quelques, je sais pas, un suivi, on va dire, audio ou visuel pour l'époque, quoi. Donc c'est vrai que ça manque un peu, et c'est très très souvent ce qui manque dans certaines affaires dites paranormales, quoi. Ouais. Enfin, à ma connaissance. Donc, je ne pense pas qu'on ait eu réellement de preuves filmées ou réellement je dirais, pas d'une galerie de photos, mais au moins de quelques photos. Alors, si jamais, bien sûr, vous avez ces renseignements, si vous avez des photos qui prouvent beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ça, on est preneur. Hein. Donc, n'hésitez pas, vous nous les envoyez. Donc voilà, point d'interrogation, est-ce que réellement on a un fait paranormal sur Arcachon? Moi, je pense que pourquoi pas, mais bon, c'est compliqué, c'est pas évident du tout. Comme dit l'autre, ceux qui étaient sur place, ils ont pu penser que c'était tout à fait vrai, et nous derrière, on peut penser que c'est pas tout à fait ça. Quand on essaye d'expliquer les choses, mais bon, le problème, c'est ça, quoi. C'est indécis. Moi, je suis indécis. Ouais, c'est un peu je crois que c'est le sentiment général, quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, bon, on a des renseignements, mais on n'a pas non plus, enfin, on a des détails. C'est des détails quand même assez généraux, je pense. C'est pas, on n'a pas non plus des tonnes et des tonnes de renseignements très très précis, quoi. Donc sur le fait comme ça accompli, si on enlève, comme Martin disait tout à l'heure, si on enlève l'effet télévisuel mis en scène, bon, ouais, on s'aperçoit que c'est quand même un peu moins que ce que la télé veut faire paraître, quoi. Alors, est-ce qu'ils ont enquêté sur des gens intéressés, des gens intéressés par l'immobilier, par cet emplacement-là? Bah écoute, d'après les renseignements qu'on a, l'enquête de la police s'arrête sur les faits. Et puis après, bon voilà, il conclut que le docteur Queneau est fou. Voilà. Il y a même pas eu, je pense, ils ont vu bien sûr les projectiles, mais il n'y a pas d'analyse scientifique des projectiles, quoi. Donc ils disent qu'ils pensent que ça ne vient pas de la clinique. Maintenant, dans quel état est le toit de la clinique? Il y a même des morceaux de ciment qui tombent, il y a un peu de tout, quoi. Bon. Queneau lui-même pensait, il avait, comme on dit dans le résumé, il pensait quelqu'un qui aurait essayé peut-être avec une catapulte d'envoyer des cailloux de très loin, venant d'un chantier. Enfin bon, c'est sûr que là, si le mec il raconte ça à la police, ils ont dû se dire, oh là, c'est pas le docteur toqué, mais un petit peu toqué, quoi. Enfin voilà, bon, donc il faut quand même un peu se méfier. Pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de, je dirais, faire un petit jeu de mots, derrière chaque maison hantée, charlatan. Oh, elle est bonne, hein. Vous pourriez applaudir quand même, non, mais quand même. Ah ouais. Ah ouais, merci. Charlatan. Parce que bon, on a quand même des cas où je me rappelle un cas dans les années 90 où c'est une petite mémé qui a une maison, voilà, c'est sa maison, et elle compte bien finir ses jours dedans. Et à un moment donné, des feux commencent à prendre un peu partout. Mais des feux complètement inexplicables. Dans sa cuisine, enfin, vous savez, c'est les un peu anciennes maisons où il y a pas vraiment de différence entre la cuisine et la salle à manger, quoi. Donc, il y a une grande table, etc. Bon. Et il y a des petits feux comme ça qui prennent à droite à gauche. Donc elle appelle les gendarmes, parce que bon, elle commence un peu à flipper. Donc
Donc les gendarmes viennent, ils font une enquête, ils font des relevés aux endroits où ça a pris feu. Et puis bon, bah bien sûr, comme d'habitude, ils ne disent pas le résultat tout de suite. Et en fin de compte, bon, ce qu'ils font, hein, c'est le meilleur moyen, c'est de voir ce qui se passe. Donc, sans dire qu'ils sont là, bien sûr, ils vont rester à proximité de la maison et ils vont surveiller. Donc ils surveillent et puis avec leurs jumelles, et puis à un moment donné, ils vont s'apercevoir que il y a une espèce d'armoire, je crois, dans ces grandes pièces. Ils voient la porte de l'armoire qui s'ouvre comme ça, tout doucement, et ils pensent voir un jet de quelque chose qui sort. Et hop, ça s'enflamme. Alors tout de suite, bien sûr, les gendarmes interviennent. Ah bah la mamie qui dit, bah écoutez, ça vient exactement de se produire, vous arrivez bien. Et lui, oui, justement, madame, on sait. Alors il y a des gendarmes qui sont aussi placés à l'autre entrée de la maison, à la sortie arrière, quoi. Et en fin de compte, ils se dirigent vers l'armoire, et ils ouvrent l'armoire, et qu'est-ce qu'ils trouvent dedans? Le neveu de cette femme, qui en fin de compte, alors lui-même, je crois aussi avait un peu, je crois qu'il était aussi intervenu quand les gendarmes sont venus la première fois, en disant, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe, tout ça, quoi. Et en fin de compte, il avait une espèce de burette de flotte. Et donc je crois que, bon, s'il y a des chimistes dans le coin, ils nous assureront si c'est vraiment ça, mais je crois qu'avec du magnésium ou une sorte de magnésium, quand tu envoies de l'eau dessus, ça s'enflamme. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait légèrement la porte, quand la mamie elle avait le dos tourné, hop, il envoyait un petit jet d'eau, et ça se mettait à s'enflammer. Et donc la mamie prenait peur, quoi. Et donc voilà, il faisait ça parce que tout simplement, il aurait bien aimé que la mamie elle aille en maison de retraite, voilà, pour récupérer la maison. Alors du coup voilà, ils ont passé les bracelets et puis monsieur était fait un petit tour en prison, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien sûr, non, tout n'est pas arnaque, mais surtout par les temps qui courent, il faut un peu se préserver de toutes ces choses-là, quoi. Donc il faut plutôt y regarder à deux fois, quoi. Comme on dit en anglais, be careful. Ou alors on connaît aussi, bon après on dit pas de nom, hein, mais certaines équipes, quelques années, qui travaillaient, on va dire, qui se promenaient dans le paranormal, qui ont essayé de spolier aussi, bon, je veux pas donner trop de détails, hein, mais des gens dans le sud de la France, hein, des gens qui devaient acquérir des maisons, et puis en fin de compte, non, parce que ces maisons sont tellement hantées que vous allez perdre la vie, quoi. Donc du coup, et puis eux, ils arrivaient derrière, et puis ils récupéraient, quoi. Donc c'est pour ça que attention. Maintenant, hein, tout n'est pas arnaque, mais voilà, faites attention quand même. Antenna. Votre radio.